Think of a number. What? Think of 48,350. Goes back to Toronto, America. Miles Cullen, caissier dans une petite agence bancaire située dans un centre commercial de Toronto, mène une vie routinière et solitaire. Derrière son apparence ordinaire se cache un esprit vif et observateur, ce qui devient évident lorsqu'il remarque un comportement suspect chez un homme déguisé en Père Noël. Miles comprend rapidement que cet individu planifie de braquer la banque. Plutôt que de signaler ses soupçons, il élabore un plan astucieux pour tirer profit de la situation. Lors du braquage, il fait en sorte de détourner une partie importante de l'argent liquide et de la dissimuler dans sa propre mallette, tout en laissant le faux Père Noël, Harry Rickle, s'enfuir avec une somme beaucoup moins conséquente. Cependant, les choses prennent une tournure inquiétante lorsque Rickle réalise qu'une grande partie de l'argent manque et comprend rapidement que Miles est derrière cette manigance. Commence alors un jeu du chat et de la souris entre les deux hommes. Rickle, un criminel violent et sans scrupules, harcèle et menace Miles, allant même jusqu'à s'introduire chez lui pour lui faire comprendre qu'il ne reculera devant rien pour récupérer son argent. All of it. That's all there is. Look, I saw him make the deposit. Give me the money, you fucker. Daryl Duke est un réalisateur, producteur et monteur canadien né le 8 mars 1929. Il débute dans l'industrie audiovisuelle au sein de la télévision canadienne, où il travaille comme monteur et réalisateur pour des programmes variés. Après avoir réalisé des épisodes de séries télé essentiellement canadiennes, il tourne son premier long-métrage en 1973, Payday, un drame centré sur la vie chaotique d'un chanteur country interprété par Rip Torn. C'est en 1978 qu'il se fait remarquer avec l'argent de la banque qui lui vaudra de nombreux prix. Sa dernière réalisation pour le cinéma date de 1986. Bien qu'ambitieux, Taipan a reçu des critiques mitigées et son échec au box-office mettra définitivement fin à sa carrière de cinéaste. Il restera toutefois très actif à la télévision puisqu'il réalisera la mini-série au succès international « Les oiseaux se cachent pour mourir » ainsi que 2 épisodes de Columbo. Malgré une carrière discrète, il reste une figure respectée pour la qualité de son travail et son influence sur le cinéma canadien. Elliot Gould est né le 29 août 1938 à New York. Fils unique d'une famille juive de classe moyenne, il commence sa carrière sur scène, notamment à Broadway, avant de s'imposer à Hollywood comme l'un des acteurs les plus iconiques des années 60 et 70. Son charisme singulier, son jeu nonchalant et son apparence atypique lui permettent de se démarquer dans une industrie dominée par des standards classiques de beauté et de masculinité. Il obtient son premier rôle au cinéma en 1964 dans ce film réalisé par William Dieterle, mais c'est Bob et Carol et Ted et Alice de Paul Mazursky qui le fait découvrir au grand public.
Sa performance lui vaut une nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle. Je ne les reverrai jamais plus. Tu ne veux plus revoir Carole? Non, je ne sais même pas si j'arriverai à la regarder en face. Et dire que demain, on va la retrouver au tennis. Donc que tu as une sensation de gêne en présence de Bob, ça je peux le comprendre. Je me demande si elle n'est pas sortie uniquement pour nous raconter ça. Il faut les aider à mon avis. Les aider, comment? Je ne sais pas, mais je vais trop... Oui, mais ça, il faudra que toi, tu les aides. À commencer par Bob. Gould connaît le sommet de sa carrière dans les années 70 avec des rôles mémorables dans des films tels que MASH, Le Privé et California Split, 3 films réalisés par Robert Altman, Les Casseurs de Gang et le remarquable Capricorn One, tous 2 réalisés par Peter Iams, L'argent de la banque de Daryl Duke, Bon baiser d'Athènes de Georges Pankosmatos. Les années 80 et 90 marqueront une baisse notable en nombre de films et rôles marquants. On le verra néanmoins dans une production Disney, Le dernier vol de l'Arche de Noé de Charles Jarrott, Bugsy de Barry Levinson, et surtout dans le puissant American History X de Tony Kaye en 1998. Dans les années 2000, il sera à l'affiche de 3 films réalisés par Steven Soderbergh, Ocean's 11 et sa suite, puis Contagion. En plus d'une carrière prolifique, Elliot Gould est connu pour son engagement politique et son soutien à des causes sociales et reste une figure marquante du nouvel Hollywood. Getting back to the clip, wouldn't the idea be to give them those bills first, give the police as much time as possible? I suppose so. Yes. Yet you gave them, was it the hundreds? You gave them the hundreds last? I don't know why I did that. I didn't think. Don't forget there was a gun pointing at him. But you didn't know that then. What? He didn't take the pistol out till later over by the door. He said he had a gun. Autre acteur à la carrière exceptionnelle, Christopher Plummer est né le 13 décembre 1929 au Canada. Issu d'une famille aisée, il fait ses débuts au cinéma en 1958 dans Les Feux du théâtre de Sidney Lumet, mais sa popularité explose en 1965 grâce à Robert Wise, qui l'engage pour incarner le capitaine George Van Trapp dans le classique La Mélodie du bonheur. L'année d'après, il est à l'affiche de Daisy Clover de Robert Mulligan, suivront Triple Cross de Terence Young, L'homme qui voulut être roi, grand film de John Huston, Le retour de la Panthère rose de Black Edwards. En 1979, Plummer sera Sherlock Holmes dans le film de Bob Clark, Meurtre par décret. Il apparaît également aux côtés de Madame Spielberg dans le sympatoche Dreamscape de Joseph Ruben. No, but the voice was familiar. Yeah? There's a quality in it I seem to know. What about this fellow he mentioned, Lees? Know him? Yes, I believe I do. He has some reputation as a medium. Good God. Difficult to see how he might be involved. And that's all he had to say? No. He said something extraordinary. Yeah? A fascinating piece of evidence has been discovered. We must not lose a moment if we're to take advantage of it. Les années 90 et 2000 seront encore riches en longs métrages de qualité. Malcolm X de Spike Lee, Révélation de Michael Mann, L'Imaginarium du docteur Parnassus de Terry Gilliam, Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de David Fincher. En 2017, Ridley Scott fait appel à Christopher Plummer pour remplacer au pied levé Kevin Spacey, accusé de harcèlement sexuel. Une décision contestable de Scott, d'autant plus que Spacey a été innocenté de tout acte répréhensible par la justice américaine en 2022, puis par la justice britannique en 2023. On retrouvera enfin le comédien dans l'amusant À couteau tiré de Ryan Johnson, un de ses derniers rôles au cinéma. Christopher Plummer, qui a incarné l'élégance et la polyvalence dans une carrière s'étendant sur près de 7 décennies, est décédé en 2021 à l'âge de 91 ans. You know, you're kind of remarkable, you know that? I don't know how you managed to pull it off. Well, I guess you're going to have to tell me one of these days. But we worked it together, didn't we? I mean, we ran the same risks, didn't we? We're partners. I'm going to call the police. And what are you going to tell them? Besides, Susanna York est née le 9 janvier 1939 à Londres. Elle a marqué le cinéma avec des performances mémorables dans des films comme Freud, Passion secrète, réalisé en 1962 par John Huston, Tom Jones de Tony Richardson. On achève bien Les Chevaux de Sidney Pollack, qui lui vaudra une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Image, film psychologique réalisé par Robert Altman, où elle livre une performance troublante qui sera récompensée par le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 72.
Who's up there? Who is it? Hugh? On la verra également dans L'argent de la banque et bien sûr dans Superman de Richard Donner, où elle incarne la mère biologique du super-héros. Féministe engagée et défenseur des droits humains, Susanna York a également publié plusieurs livres pour enfants. Elle est décédée en 2011 à l'âge de 72 ans. Can we talk tonight? Oh, well, I can't tonight, Julie, but soon. How soon? Julie, you should be getting back there. Start to wonder. I don't believe you. Can I call you? I don't know. I don't know anything. I really don't. Après la belle Susanna York, voici la belle Céline Lomez, née le 11 mai 1953 au Québec. Actrice, chanteuse et personnalité médiatique canadienne connue pour sa voix sensuelle et ses interprétations audacieuses à l'écran, elle a joué dans des productions internationales qui mettaient souvent en avant son image glamour et mystérieuse. On la verra en 1975 dans le film de Denis Arcand, Gina, L'argent de la banque, sa prestation la plus marquante, et dans The Kiss de Ben Deschamps. En musique, Céline Lomez a également connu un certain succès en interprétant des chansons populaires en français et en anglais, bien qu'elle n'ait jamais atteint la même reconnaissance internationale que certains de ses contemporains. Hello. May I? Please. What brings you here? I often come to walk and get away from things. And you? The same. I saw you earlier. What you looked like. You wanted to be alone. Perhaps you still do? No. Care for a drink? À noter également une petite participation de John Candy, futur acteur fétiche de John Hughes. L'intrigue de L'argent de la banque trouve son origine dans le roman policier danois Think of the Number d'Anders Bodelson, un ancien étudiant en droit devenu d'abord critique littéraire avant d'écrire ses propres ouvrages. Le roman a été traduit et publié en anglais à la fin des années 60 et a déjà fait l'objet d'une adaptation au cinéma en 69 par un réalisateur danois. Ce sont les célèbres Mario Kassar et Andrew Vajna, qui produiront plus tard Rambo, Terminator 2 ou encore Basic Instinct, qui ont acquis les droits du livre et choisi d'en faire leur première production cinématographique. Les deux hommes ont investi environ 500 000 $. Le reste du financement a été obtenu grâce au populaire programme d'incitation fiscale que le Canada offrait aux cinéastes, qui leur permettait d'obtenir une rémunération de 100% en échange de l'utilisation de talents majoritairement canadiens à tous les postes. Ce programme a été mis en place de 1974 à 1982. Il a lancé la carrière de David Cronenberg et d'Ivan Reitman et a donné naissance à des dizaines de films d'horreur, d'action et de comédie. L'écriture du scénario a été confiée à Curtis Hanson, le futur réalisateur de L.A. Confidential. Hanson a apporté des modifications ingénieuses au matériel source. Il a réimaginé l'histoire originale pour en faire un thriller psychologique incisif, en y ajoutant des nuances de noirceur et un humour cynique qui reflétaient les tendances des thrillers américains des années 70. En plus du scénario, Hanson voulait réaliser le film, mais il n'a pas réussi à convaincre les producteurs. Ces derniers se sont tournés vers Daryl Duke, qui avait déjà une solide expérience à la télé, et son premier long-métrage avait eu un retour critique très favorable. C'est le chef opérateur Billy Williams qui a été choisi pour éclairer le film. Williams avait fait auparavant la lumière du John Milius Le Lion et le Vent, et il remportera un Oscar en 1982 pour son travail sur Gandhi de Richard Attenborough. Bien que le tournage se soit déroulé sans incident majeur, le principal défi résidait dans la gestion du budget de seulement 2 millions de $. À titre de comparaison, Fury de Brian De Palma, sorti la même année, a coûté presque 3 fois plus. Les producteurs ont donc dû faire preuve de créativité pour maintenir une qualité élevée tout en respectant les contraintes financières. L'implication de stars comme Gould et Plumer a nécessité une planification minutieuse pour maximiser leur temps à l'écran sans dépasser les coûts prévus. De son côté, le réalisateur a travaillé en étroite collaboration avec les acteurs pour capturer des performances authentiques et intenses. Gould et Plumer ont même improvisé certaines interactions pour approfondir la relation antagoniste entre leurs personnages. Une scène du film est à l'origine d'un conflit entre le réalisateur et les producteurs. Parmi les dernières prises de vue, il y avait une scène de décapitation qui n'était pas dans le scénario,
et qui a été ajoutée à l'insistance des producteurs, mais Daryl Duke a refusé de la tourner en raison de la violence graphique. Il a donc été mis en retrait du projet et Elliott Gould l'a tourné avec Curtis Hanson qui est venu faire une semaine de prise de vue supplémentaire. I hope you didn't go to any trouble on my account. I'm not going to break the door down. I'm just going to give you a little time to try to be reasonable. If you decide you're not going to be reasonable, then one night when you come home, you'll find me on the inside, waiting for you. And that'll be the night you'll wish you'd never been born. Au générique, on retrouve le nom de deux compositeurs, le célèbre pianiste de jazz Oscar Peterson, qui composait ici sa première bande originale pour un film, et Ken Weinberg, qui fut pendant longtemps un proche collaborateur de John Williams. Mais en réalité, il y a peu de musique d'Oscar Peterson qui a fourni une partition proche de ses albums de jazz habituels. Toute la partie tension et suspense, on la doit à Ken Weinberg. Il existe bien un 33 tours de la bande originale, sauf que la plupart des pistes ne sont pas utilisées. C'est donc un peu une arnaque pour celui qui voulait retrouver sur ce disque vinyle toute la musique entendue dans le film, musique qui n'a jamais été publiée sur CD. Reste plus qu'à espérer qu'un label décide de prendre les choses en main et nous sorte un CD avec la musique jazzy de Peterson, et dans un autre registre, celle tout aussi réussie de Ken Weinberg, avec son motif tendu à 5 notes associé au personnage de Christopher Plummer. Don't you trust me? Oh, so you are returning your valuables to your safe deposit box? Yes. All set? Yep. Deux affiches très différentes entre la française et sa voisine américaine. La première n'est pas d'une folle originalité et résume grossièrement le film, un flingue, des billets de banque et un Elliott Gould noyé sous un bleu clair de mauvais goût. Sur la seconde, on fait sobre avec juste les trois principaux comédiens sur fond noir. Le titre français n'est pas terrible non plus, l'original, le partenaire silencieux, me semble plus subtil. L'Espagnol choisit de mettre en avant le faux Père Noël et un Elliott Gould en mode noir et blanc avec quelques nuances de gris, tout comme son personnage. La japonaise est plutôt sobre, assez dans l'esprit du film, c'est à mes yeux la meilleure de toutes. Enfin, l'étrange polonaise. J'avoue que représenter Gould en diablotin arborant un large sourire avec des balles à la place des cornes est plutôt rigolo, mais quand même assez loin de la noirceur du film. Le film est sorti dans les salles américaines le 3 novembre 1978 et le 21 février 1979 en France. Malheureusement, je n'ai trouvé que des chiffres partiels pour le premier et aucun pour le second. Aux USA, il aurait totalisé moins de 1 million de dollars, bien qu'il ait reçu des avis extrêmement positifs de la part des critiques américains, et en France, il n'a sûrement pas dépassé les 100 000 entrées. Bref, échec partout sauf dans son pays d'origine, où il a bénéficié d'un beau succès. Il obtiendra même 11 nominations aux Etrog, l'équivalent canadien des Oscars, et en remportera 6, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure musique. Les membres des deux comités ont dans l'ensemble salué la qualité du film. En revanche, une discussion s'est engagée pour savoir s'il devait être interdit aux moins de 13 ou 18 ans. L'argent de la banque est examiné en sous-commission le 17 octobre 1978. Voici l'avis émis par leurs membres. Pour le représentant de la Défense nationale, proposition d'interdiction aux moins de 18 ans en raison de quelques scènes sanglantes et impressionnantes. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, très bon film, cependant, quelques minutes montrant une horrible décapitation conduisent à proposer l'interdiction aux mineurs. Certaines scènes sanglantes nous obligent à proposer une interdiction aux moins de 18 ans pour cet excellent film. Quelques scènes sanglantes et très impressionnantes justifient une interdiction aux moins de 18 ans. Film dont certaines scènes et l'atmosphère générale justifient une interdiction aux mineurs.
Avis d'interdiction aux mineurs en raison de quelques scènes de violence, dont l'une est spécialement horrible. Comme on peut le constater, la sous-commission propose à l'unanimité une interdiction au moins de 18 ans. Le film est donc examiné en séance plénière le 28 novembre 1978. Voici le rapport. Ce film est construit comme un bon roman policier qui met en valeur toute l'imagination froide et efficace d'un caissier timide amateur de poissons exotiques, dès lors qu'il a sauté le pas. La morale n'est pas sauve, mais l'humour est constant, si bien que la commission n'aurait vu aucune objection à ce que ce film soit présenté à tous les publics, si 2 scènes précises ne s'y opposaient absolument. 2 meurtres de femmes, l'une la tête fracturée contre la paroi de bois d'un sauna, l'autre la gorge tranchée avec la vitre d'un aquarium. En raison de ces 2 scènes éprouvantes pour la sensibilité, la commission propose une interdiction aux mineurs de 13 ans, après avoir envisagé une mesure plus sévère. À la lecture des différents avis, on peut penser que le film est particulièrement violent, alors peut-être pour un public de 78, mais en réalité, il n'y a quasiment pas de violence. La seule scène un peu hard citée plusieurs fois par les membres est brève et ne verse pas dans le gore, mais elle reste encore un peu choquante aujourd'hui. When did you first notice something was wrong? Well, as he was leaving Cullen's window, he collided with a woman. I called out to him, but he ignored me when I told him to halt. That's when he started shooting. Then he fired the first shot? Oh, yes. Isn't it unusual for a security guard to carry a weapon? Well, it's cash business, restaurant, shop. Well, look, does the bank have any policy about when a security guard should use his weapon? Oh, Mr. Cullen, what do you do here now? Mrs. Avanchuk, I forgot this was your day. I've been in 2 minutes. What did you do with everything in the refrigerator? What did you say? The refrigerator, what happened? I cleaned it out. Well, what did you do with everything that was in it? It was all old and moldy. Where is it? I threw it in the garbage. Oh, my God. Oh, Monsieur Cullen, qu'est-ce que vous faites là, cette heure-là? J'avais oublié que c'était votre jour, Madame Evanchuk. J'ai fini dans 1 minute. Où avez-vous mis ce qui était dans le réfrigérateur? Qu'est-ce que vous dites? Dans le réfrigérateur, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je l'ai nettoyé. Et mon pot de confiture, où il est? Oh, si c'était tout moisi. Mais où est-il? Je l'ai jeté à la poubelle. Oh mon Dieu! Thriller atypique, L'argent de la banque brille par son ambiance oppressante et ses personnages ambigus. Sous la direction de Daryl Duke, le film offre un mélange captivant de suspense, d'humour noir et de violence froide. L'histoire repose sur une prémisse simple mais ingénieuse. Un braqueur se fait voler son butin par le caissier de la banque qu'il vient de braquer. Ce qui suit est une danse macabre entre les 2 hommes, chacun tentant de manipuler l'autre. Le scénario de Curtis Hanson joue habilement avec la dualité entre Cullen, qui incarne un anti-héros calculateur, et Reichel, un antagoniste brutal et sadique. Les retournements de situation sont nombreux et le film maintient un équilibre fascinant entre la tension psychologique et des moments de cynisme acéré. L'intelligence de l'écriture réside dans sa capacité à rendre crédible l'évolution de Cullen, qui passe d'un homme passif à un stratège impitoyable. Elliot Gould est absolument parfait dans ce qui est certainement un de ses meilleurs rôles. Sous son apparente apathie se cache une détermination glaciale qui se révèle progressivement tout au long du film. Son jeu plein de nuances capture à merveille les dilemmes moraux du personnage. Une scène simple mais touchante résume en moins d'1 minute son état d'esprit et sa profonde solitude. Merry Christmas, Father. En face, Christopher Plummer, méconnaissable dans le rôle de Reichel, livre une prestation glaçante. Son braqueur n'est pas seulement un criminel, mais un prédateur implacable qui refuse de lâcher sa proie. Ce contraste entre la froideur clinique de Plummer et le flegme calculateur de Gould alimente une dynamique particulièrement intense. Le film bénéficie également d'un solide second rôle féminin avec Susanna York, qui apporte une touche d'humanité dans cet univers de manipulation et de violence. Outre les performances exceptionnelles de ces 3 acteurs, il convient de souligner le travail remarquable de Céline Lomez dans le rôle d'Hélène.
Dès son apparition inattendue dans la vie de Miles, en tant que rival de sa collègue Julie, elle ajoute de la surprise à une histoire déjà bien tortueuse. Au-delà de son intrigue captivante, L'argent de la banque offre une réflexion intéressante sur les risques que les gens normaux sont prêts à prendre s'ils ont la bonne opportunité de changer leur vie. À travers Cullen, le film démontre comment un individu peut se transformer lorsqu'il se sent libéré des contraintes morales. Il invite à s'interroger sur les limites entre le bien et le mal. Bien qu'héros du récit, Cullen agit par opportunisme et n'hésite pas à manipuler son entourage pour parvenir à ses fins. Rickle, de son côté, symbolise un mal brut, mais aussi un reflet déformé de Cullen, un miroir des sombres pulsions enfouies en chacun de nous. L'argent de la banque s'impose donc comme un modèle du genre qui allie intelligence narrative et mise en scène efficace. Daryl Duke ne cherche pas à en mettre plein la vue et préfère jouer avec les codes du thriller en contrebalançant la tension croissante et le sentiment de violence imminente par un humour noir et un romantisme décalé. Ce long-métrage canadien mérite d'être redécouvert et célébré comme l'un des films néo-noirs les plus inventifs de son époque. Santa, Santa! I want a pelican in a train. Oh, you do you? Will I get them? Oh, yes. Will I really get them? Yes. Percy? Yes. Both of them? Both of them. Mom, Santa's gonna give me everything I want. He's got my toys in his pocket. Everything I want. kid. He's got my toys in his That's enough. Percy? Mom, Santa's gonna... I don't think so, dear. Mom, Santa's gonna give me everything I want. Go ahead. I left my checkbook at home. Du côté de l'édition DVD et Blu-ray, on se retrouve un peu dans la même configuration que La Vallée perdue. Dans notre magnifique pays réputé cinéphile, on ne trouve malheureusement aucune trace d'un Blu-ray du film, alors que des séries Z sortent chaque semaine dans ce format-là. Et le DVD alors, me direz-vous? Eh bien, il y a bien eu une édition sortie il y a des années, mais devenue introuvable. Je ne parle même pas de l'édition VHS que j'ai possédée à l'époque dans mon vidéoclub et qui m'a permis de découvrir ce film. Comme d'habitude, il faut traverser l'Atlantique pour trouver une version Blu-ray parue en 2019 dans une qualité d'image et de son plus que correcte. Le film n'a visiblement pas bénéficié d'une restauration, mais la copie proposée est supérieure à celle du Blu-ray de La Vallée perdue. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve dans 8 jours pour la rétrospective sur Retour vers le futur. À bientôt, bye bye.